Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief sur la vidéo que j'ai tournée il y a peu de temps, qui tournait autour des multiples facettes de la créativité. On était parti sur un modèle qui est le modèle des 7 C, que j'avais agrémenté d'un 8e C, et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, c'est de repasser sur les différents détails qui ont été expliqués dans cette vidéo et grâce à un chatbot dopé à l'intelligence artificielle, de faire ce que je vais appeler un réflexe critique, donc un exercice de réflexivité sur ce que j'ai dit pour voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, avec une approche critique. L'idée étant que je vais tenter avec ces interactions de me mettre à l'épreuve et de modifier, ajuster ceux qui auraient pu être mal dits, ceux qui auraient pu être imprécis. Et donc vous allez voir une suite de petits prompts qui serviront de tests, d'exercices pour moi-même et qui vous donneront une méthodologie aussi pour apprendre, des ajustements sur ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc on va y aller, ça va démarrer. Je vais partager mon écran. Comme vous le voyez, on est sur ChatGPT. L'idée, c'est que je vais lui donner un transcript de la vidéo qui parle de créativité. Comme je l'ai mis ici, elle aborde les multiples composantes du concept de créativité en reprenant un modèle issu de la littérature scientifique. Alors, la 5e étape que j'aimerais faire, c'est d'expliciter les implicites. Donc, donner des préconceptions qui sont implicites dans mon transcript. J'aimerais bien qu'ils me disent, voilà ce que tu as comme préconception, on pourrait penser différemment. L'objectif que je veux, c'est voir des éléments que je n'aurais pas pensé à questionner, c'est voir mes points aveugles. Voilà 10 préconceptions implicites qui se cachent dans le transcript. Je les formule de façon à t'aider à repérer les angles morts possibles. La créativité existe surtout quand elle est visible. Oui, ça c'est un postulat que j'ai fait. Le transcript suppose qu'une œuvre doit être publiée ou reconnue pour exister. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ce postulat, mais c'est vrai que c'est celui que je fais. Cela met de côté toutes les pratiques créatives invisibles, personnelles ou anonymes. Les créateurs, les créations et les consommateurs sont des entités distinctes. On suppose une séparation nette, or dans la réalité, un même individu peut être tour à tour créateur et consommateur, prosumer, super, intéressant, ou même co-créateur dans des communautés. Oui, je suis d'accord. Et c'est dans une visée explicative. Le public, consommateur, donne sa valeur à l'œuvre. On suppose que la réception par autrui est indispensable à la créativité. Bon, il remonte à la préconception qu'il m'a évoquée avant. Cela pose la question du statut des œuvres posthumes ou découvertes tardivement. Exemple, Van Gogh, Emily Dickinson. Intéressant de poser ça. Pour moi, ça ne remet pas en cause ce que je viens de dire parce qu'au final, les œuvres posthumes ou découvertes tardivement, quoi qu'il en soit, elles ont été découvertes, elles ont été mises à disposition de consommateurs qui en ont fait après ce qu'ils en ont fait. Mais quoi qu'il en soit, elles ont été mises à disposition d'un collectif, d'un groupe, d'une société. Les processus créatifs sont linéaires et identifiables. Je n'ai pas parlé comme ça, mais il a raison de dire que si c'est un présupposé, il est plutôt questionnable et plutôt faux d'ailleurs, parce que les processus créatifs, c'est tout sauf linéaire. Le transcript parle de rivière, de flux, comme si la création suivait un cours relativement clair, mais dans la pratique, les processus sont souvent chaotiques, itératifs, faits de retour en arrière. Tout à fait, très bonne remarque de la part de ChatGPT. Le parcours créatif, le curriculum, est cumulatif et orienté progrès. On suppose que plus on avance dans un parcours, plus on devient créatif, mais l'expérience peut aussi figer, standardiser ou rendre plus conformiste. C'est intéressant de mentionner les régressions possibles ou les rigidifications. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on peut aussi bien progresser et accumuler des compétences en créativité, mais on peut aussi régresser. C'est le cas pour des personnes qui, par exemple, développeraient un trouble ou, par le vieillissement, perdraient certaines capacités cognitives. C'est tout à fait possible et ça peut être fait à n'importe quel moment de la vie. La collaboration est toujours bénéfique. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça et je pense même qu'il y a un commentaire qui le précise que ça peut être un problème. D'ailleurs, je l'ai dit dans mes remarques aujourd'hui sur cette vidéo-là. Donc la collaboration est présentée comme une richesse, mais elle peut aussi diluer l'originalité, créer des compromis médiocres ou renforcer des rapports de pouvoir. Tout à fait, très intéressant. Vous voyez, cette collaboration entre une intelligence artificielle et ce que je peux en dire, moi, simple humain situé dans un contexte très occidental, c'est intéressant de voir que ça amène quand même des réflexions bien. Peut-être qu'il aurait pu faire le travail tout seul, à vous de voir. J'espère que mes apports sont aussi bénéfiques et intéressants.
Le contexte est un décor qui influence mais ne définit pas. On suppose que le contexte est un facteur externe, pourtant dans certains cas, le contexte peut être constitutif de la création. Exemple, les œuvres participatives, l'art in situ. C'est la question de qu'est-ce qu'on met dans le décor, et ça il a tout à fait raison de le mentionner parce que c'est quoi la distance nécessaire entre un élément du décor et un élément du créateur, du consommateur ou de la création. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à définir et clairement, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui est le décor, qu'est-ce qui est l'environnement et qu'est-ce qui ne l'est pas. Le 8, la créativité est universelle et modélisable en 8 dimensions. On part de l'idée que ce modèle peut couvrir tout le champ de la créativité, mais certaines cultures ou disciplines ont d'autres façons de la penser, créativité collective, tradition orale. Donc, en gros, qu'est-ce qui rentre ou ne rentre pas dans la créativité et est-ce que ce modèle il est suffisamment englobant, suffisamment exhaustif. Je pense qu'il donne à voir quand même une belle image, une belle vision globale de ce que c'est que la créativité. Et évidemment, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui rentre dans l'une ou l'autre des cases et qu'est-ce qui est dans aucune des cases. Les créations sont des produits. Le vocabulaire emprunté au marché, produit, consommateur, suppose que la créativité est assimilable à une production destinée à un marché. Cela exclut des formes plus relationnelles ou processuelles de créativité. Alors ici, c'est vrai qu'on parle de produit, donc implicitement, il a raison de mentionner qu'on parle d'objets matériels. Moi, je ferai la distinction en disant qu'ils ont tous une part de matérialité et de symbolisme, quelque chose qui touche à l'abstrait, qui touche au code culturel dans lesquels ces produits existent. Mais je pense que le mot produit peut permettre quand même d'expliciter ce qu'on veut dire par une création au sens production créative. Mais bon voilà, une production, si vous vous entendez avec moi sur ce que ça veut dire, je pense qu'on peut à peu près se comprendre. Et dernier, tout le monde est potentiellement créateur. Le transcript le dit, vous, moi, on est tous des potentiels créateurs. C'est une vision inclusive, mais elle masque les inégalités d'accès aux ressources, au temps, au réseau ou à la légitimité culturelle. Il a tout à fait raison, dans le sens où tout le monde est potentiellement créateur, ça veut dire que tout le monde peut développer sa créativité, mais il y en a évidemment qui auront des limites plus basses que d'autres. Okay, c'est tout à fait juste. Et clairement, l'accès aux ressources, au temps, au réseau, à la légitimité culturelle, on est très inégaux devant ça, mais comme plein d'aspects qui ne sont pas liés à la créativité. Voilà, 10 implicites qu'il a mentionnés et qui sont intéressants parce que vous avez vu, ça me fait élaborer, ça me fait expliciter des points sur lesquels je n'étais pas forcément allé dans la vidéo et même moi-même sur lesquels je n'avais pas forcément creusé. Alors là, j'ai un peu réponse parce que j'ai quand même bien élaboré sur le sujet de la créativité, mais imaginez-vous sur d'autres sujets que vous connaissez moins. Je pense que c'est un super exercice pour se mettre à l'épreuve. Avec réflexe critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité. On reformule et on compare pour juger. Ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.